Donc voilà, je poursuis où j'avais laissé tel que promis. Donc, on a ce transistor que l'on a, ce transistor enrichissement, et on va surtout se concentrer sur le transistor enrichissement qui est ici, donc le type N, et c'est vraiment lui qu'on va expliquer en grand détail, en sachant que les trois autres types existent et que ce sont des variations sur notre transistor de base. Donc, transistor qui, quand la polarisation sur la grille est inférieure, ma plume est ici, quand la polarisation sur la grille est inférieure au seuil du transistor, il ne conduit pas, et après il conduit. Là, pour le moment, je vous le dis, vous devez l'accepter au premier ordre, mais ce qu'on va démontrer, c'est que cette courbe est une quadratique, et donc c'est une propriété quadratique du transistor qui commande sa mise en conduction et son fonctionnement. Donc, on a vu en détail cette planche. On peut y revenir brièvement. Donc, on a notre transistor E, terre. Donc, on a notre transistor qui est ici avec son drain, sa source, sa grille, qui sont les trois électrodes. Il y a une quatrième électrode que très souvent on ne voit pas dans les transistors discrets parce que généralement, sur les transistors du commerce, la source et le bulk ou le substrat sont branchés ensemble. Dans certains cas de figure, on va vous donner une quatrième électrode et on va vous laisser le contrôle du substrat. Un peu plus délicat à utiliser, mais oui, ça existe. Et dans certains cas de figure, on va le faire. Mais par défaut, si vous voyez un transistor MOS que vous avez dans vos mains, un transistor discret, typiquement la source va être connectée au substrat et vous avez trois électrodes, source, grille, drain, et les propriétés du transistor sont déterminées par la longueur du canal, par la largeur du canal. Sans surprise, plus il est large, plus il conduit, et plus le canal est court, plus il conduit. Et puis une autre propriété extrêmement importante du transistor va typiquement être l'épaisseur de l'oxyde qui va déterminer la conductance d'un transistor. Donc, là, on revient à notre transistor et on le regarde avec vue en coupe. On se prépare à discuter en détail ses caractéristiques électriques et comment il fonctionne. Donc, vous vous rappelez de choses que j'ai dites quand je parlais du transistor bipolaire, il y a toujours des diodes partout. Et là encore, vous avez un substrat P avec des électrodes source et drain. Et bien sûr, il y a des diodes parasites. Et donc, il y a des diodes parasites entre le substrat et le drain, le substrat et la source. Et quand on commence, ben, il faut créer un canal. Parce que quand il n'y a pas de polarisation sur la grille, quand on commence, il n'y a pas de canal. Et s'il n'y a pas de canal, quand vous commencez avec votre transistor, si je recule, quand je commence avec mon transistor dans ce mode-là, s'il n'y a pas de polarisation sur la grille, ben, je vois PN et PN. Donc, ça, PN et PN, ben, vous savez ce que c'est. PN, c'est une diode, et c'est une autre diode, là, E, diode. Et quand vous avez vos deux diodes dos à dos comme ça, ben, ça ne conduit pas. Donc, si je passe du drain vers la source et que j'ai rien sur la grille ou que j'ai moins que le seuil, je n'ai donc pas mis suffisamment de polarisation sur la grille pour induire un canal. Il n'y a donc pas de canal. Et quand il n'y a pas de canal, quand il n'y a pas de canal, ben, il n'y a pas de conduction. Et comme ben, la physique aime ça, la continuité, hein? Donc quand il y a zéro polarisation sur la grille, il n'y a pas de canal, vous montez la polarisation sur la grille, vous montez, 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 jusqu'à temps d'atteindre un potentiel qu'on appelle le seuil du transistor, le VT. Et quand vous atteignez le seuil, vous avez un champ électrostatique suffisamment grand
entre la grille et cette zone pour attirer des porteurs. Bon, une polarisation positive sur la grille va, sans surprise, attirer des électrons. Et donc, le transistor étant de type N, ce qu'il faut mettre comme potentiel pour attirer des électrons, c'est un potentiel positif. Vous pouvez vraiment prendre un point de vue tout à fait électrostatique du comportement de ce transistor. Donc, les porteurs sont des porteurs de type N. Quand je mets une polarisation positive suffisante sur la grille, je vais induire un canal entre la source et le drain. Et ce canal entre la source et le drain, quand VDS est 0, quand je ne fais passer aucun courant dans le transistor, ben, ça va se comporter comme une résistance. Et plus on met de polarisation sur la grille, plus on va induire de charge à la surface du transistor et plus il va conduire. Là, on dit que la profondeur du canal est proportionnelle à VGS moins VT. Il est tout à fait classique de faire dire que le canal devient plus profond, qui est en fait un petit mensonge. En réalité, ce qui se passe dans le transistor, c'est la concentration des porteurs dans les quelques plans d'atomes en surface. Et cette concentration des porteurs en surface, c'est ce qu'on va appeler la profondeur du canal. Donc, la concentration des porteurs à la surface du matériau, donc qui s'avère à constituer le canal, bien, cette concentration est proportionnelle à VGS moins VT. Donc, plus la tension VGS augmente, au-delà du seuil, plus il conduit, et c'est proportionnel, c'est carrément linéaire. Et c'est vraiment une relation purement linéaire qu'on peut exploiter quand on veut faire un comportement linéaire dans un dispositif. Là, ensuite, on va considérer le comportement de ce transistor. Si on est au-dessus du seuil, on a un VDS, mais il y a évidemment un transistor qui conduit, mais dans lequel on ne fait rien conduire, ben, il n'est pas bien utile. Donc, on va être tenté, bien sûr, de lui faire passer du courant dedans. Et quand on fait passer du courant dedans, on va avoir un VDS qui est relativement petit. Et si le VDS est petit, ben, ça va faire peu. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va partiellement étrangler le canal dans cette zone-ci, parce que ce qui va compter en réalité, ce qui va compter pour déterminer la conduction d'une zone dans le canal, c'est VGS moins VT. Mais VGS d'une façon locale, instantanée. Donc, la différence de potentiel entre la grille et un point dans le canal. Donc, ce qui va se passer quand il met à y avoir un VDS plus grand que 0, c'est que localement, la polarisation apparente de cette zone du canal va s'en trouver réduite. Et ce qui va se passer dans ce cas-là, c'est que le transistor va conduire moins dans cette zone. Et donc, quand on a un VGS qui est au-delà du seuil et un faible VDS, on est dans un mode qu'on appelle canal droit. Il n'y a pas d'étranglement fort, il y a un léger étranglement et il y a un comportement qui va être au début linéaire quand VDS est très petit, et plus VDS va augmenter, moins le transistor va être linéaire. Et on va avoir dans ce cas de figure-là un ID qui est proportionnel à VDS. Essentiellement, le transistor, quand VDS est petit, se comporte comme une résistance. Une résistance qui est commandée par VGS moins VT. Donc, dans cette zone, résistance commandée, vous voyez ici, c'est un VDS qui est petit, 200 millivolts. C'est rare qu'on va utiliser le transistor dans cette zone, mais mettons que c'est la fonction que vous voulez. Faire un commutateur analogique. Vous avez par exemple plusieurs microphones et vous voudriez sélectionner activement le signal analogique parmi 2, 3, 4 microphones qui va être celui qui va passer dans votre amplificateur. Bien, vous pourriez prendre des transistors MOS comme des commutateurs analogiques et
mettons, vous en avez deux, vous en mettez un sous le seuil, vous mettez l'autre au-dessus du seuil, ben, il va se comporter comme une résistance et un signal analogique va passer. On peut donc en faire un commutateur analogique et dans cette zone, il se comporte comme une résistance et vous voyez que la pente de ces courbes est directement proportionnelle à la tension excédentaire que vous avez au-delà du seuil. Donc, la résistance ou la conductance du canal est directement proportionnelle à la tension excédentaire que l'on a sur la grille. Si on poursuit dans notre usage du transistor, ben, éventuellement, on va vouloir faire autre chose que s'en servir comme un commutateur analogique. On va vouloir s'en servir comme un amplificateur. On va aussi vouloir s'en servir dans des structures logiques. Et quand on fait ça, ben, le VDS va devenir substantiel. Et à un certain point, il ne sera plus négligeable. Et quand VDS commence à être substantielle, disons 300, 400 millivolts, là, la tension qu'on a mis dans cette zone du canal, donc la polarisation apparente de cette zone canal, est notablement moindre qu'ici. Il y a donc moins de porteurs dans la zone de conduction du canal. On le montre comme un canal en biseau, on le montre comme une épaisseur. Je vous ai dit, c'est un petit mensonge, c'est pas vraiment une épaisseur, parce que en fait, ce qui se passe vraiment, c'est la densité de charge dans les quelques plans d'atomes à l'interface SiO2-Si, et c'est cette densité de charge qui est modulée. Bien sûr, ça ne se dessine pas très bien sur un schéma, et c'est pour ça qu'on montre le canal en biseau, c'est pour s'aider à le visualiser, mais il n'y a vraiment pas cette profondeur, cette pénétration en profondeur des porteurs. Tout se passe vraiment en surface. Mais c'est quand même ce qu'on appelle le canal en biseau au plan modélisation, au plan mental. C'est comme ça qu'on réfléchit. Et donc, il y a un étranglement partiel près de D. Et quand on a un étranglement partiel près de D, bien, le courant ID va se mettre à décroître avec VDS. Donc, ça va vous donner des courbes. Là, vous entrez dans cette zone-ci. VDS augmente, il commence à devenir significatif, et quand VDS va s'approcher du seuil, bien là, on va commencer à s'approcher de la zone où on n'a même plus un seuil pour polariser notre transistor. Et dans cette zone, vous voyez, les courbes s'infléchissent très sérieusement. Et quand on arrive à ce point ici, et ce point, c'en est un qui est important à se rappeler, c'est le point VDS est exactement égal à VGS moins VT. Donc, c'est le point où, pardon, ce que vous avez comme polarisation au drain fait en sorte qu'il ne reste plus de polarisation apparente dans la zone proche du drain. Et donc là, le canal est vraiment étranglé. Donc, il y a un étranglement vrai du canal dans cette zone. Et quand ceci se passe, bien, essentiellement, on change de régime. Et le comportement cesse d'être ohmique. Le courant va saturer et les charges se comportent de façon balistique. Donc, quand la charge va arriver à la zone saturée, elle va se retrouver de l'autre côté. Ça va nous amener à des discussions par rapport au comportement transistor dans cette zone, mais l'argumentaire est comment se fait-il qu'il continue à y avoir un courant si le canal est étranglé et qu'il n'y a plus de porteur? Bien, parce qu'il y a un changement de régime et de mode de conduction. Parce que s'il n'y avait plus de courant, essentiellement, ce qui fait qu'à ce point, il n'y a pas le VGS plus grand que VT, c'est la chute de tension ohmique dans cette zone du canal. Et s'il n'y a pas cette chute de tension, ben, il n'y a pas d'étranglement. Donc, il y a comme un effet de contradiction. Si le courant devenait zéro, ben, il n'y aurait pas de chute et il n'y aurait pas d'étranglement. Donc, il y a un étranglement parce qu'il y a du courant, mais effectivement, il va y avoir une saturation où en première approximation, ben, le courant va être fixe avec VDS.
ça va nous amener à l'effet source de courant que l'on recherche, qui est très semblable à ce qui se passe dans un transistor bipolaire. Donc, quand on est à VGS plus grand qu'un seuil, avec un VDS qui excède VGS moins VT, l'équation à se rappeler, là, c'est VDS est exactement égal à VGS moins VT, qui définit ce point de jonction entre les deux régimes. Et dans ce régime, le transistor est saturé, c'est une source de courant. Vous savez qu'on aime bien exploiter des sources de courant dans des montages pour faire des amplificateurs. Et dans cette zone, on va appeler ça la zone dite triode. Donc la zone saturée, la zone triode. Faites attention à un point extrêmement important. Le mot saturé dans différentes phases du cours est utilisé à différents sens. Donc, dans ce qu'on appelait pour un transistor bipolaire la zone saturée, c'est celle-là. La zone saturée pour un transistor MOS, c'est celle qui est à courant constant. Donc, ce n'est pas la même saturation. C'est le même mot, saturé, mais dans cette zone dite triode, ça correspond un peu à la zone saturée du transistor bipolaire, mais remarquez qu'il n'y a pas de VCE-SAT là. La courbe passe par zéro, ce qui n'était pas le cas pour un transistor bipolaire. Et cette zone-là, on appelle ça la zone triode. Et ensuite, la zone dite saturée, c'est la zone à courant constant. Puis juste pour vous mélanger un petit peu, là, il faut vraiment que vous appreniez, que vous deveniez confortable avec ça. Donc, la saturation d'un MOS et la saturation d'un bipolaire, c'est pas la même chose. La saturation d'un bipolaire serait dans cette zone au VCE-SAP. La saturation d'un MOS, c'est quand ça correspond à la zone active du transistor bipolaire. Et quand on va faire des configurations, si on fait un amplificateur, on va dire un amplificateur qui sature. C'est encore le même mot sature, mais qui veut dire autre chose. Donc, on a le mot saturé qu'on utilise pour un transistor bipolaire, on l'utilise pour un transistor MOS, donc la zone à courant constant. Ça ne veut pas dire la même chose. Et quand on va faire un amplificateur avec des transistors, ils vont aussi saturer quand le signal est trop grand, mais ça aussi, ça ne veut pas dire la même chose. Donc, quand on vous demande de calculer les tensions de saturation d'un amplificateur, ben, ce n'est pas à ce sens-là du mot saturé et c'est pas exactement non plus le VCE-SAT. Donc, saturation, c'est un mot qui a au moins trois sens dans le cours. Donc, il faut faire attention. Le sens dépend du contexte et il ne faut pas se mélanger. Donc, là, on voit la courbe d'un transistor. Dans cette zone, c'est une résistance commandée par la tension excédentaire au-delà du seuil. Dans cette zone, il y a un début d'étranglement près du drain qui réduit la conductance en fonction de l'augmentation du VDS. Quand on arrive à ce point, qui est le point de transition entre la zone dite saturée et la zone de triode, ça correspond à VDS exactement égal à VGS moins VT, qui est ce point. Au-delà de ce point, on dit nominalement que le courant est constant. Vous savez que ce ne sera pas le cas. On s'attend à ce qu'il y ait un effet Early, mais avant de discuter de l'effet Early et de ses sources, on, on présume qu'au moins pour une petite zone, le courant est constant. Puis bien sûr, si ma tension de Early est à moins 100 volts et que je suis à 1, 2, 3 volts, elle est tellement loin que la courbe va apparaître assez plate et donc mon transistor va se comporter comme une bonne source de courant. Donc, on a aussi, bien sûr, on en a parlé du transistor à déplétion. Ça va être quoi la différence? C'est que on met une implantation dans la zone du canal. On peut le faire avec des ions. Donc, il y a une technique de fabrication des microcircuits consiste à faire une implantation ionique. Et quand on fait une implantation ionique, on bombarde littéralement le silicium de cette zone avec des atomes de dopant et ça fait l'équivalent d'une charge fixe. On fait ensuite ce qu'on appelle un recuit. Et quand on fait un recuit, les atomes de dopant, c'est un peu comme si vous imaginez de tirer à la mitraillette dans une botte de foin et les balles de votre mitraillette, ce sont des atomes de dopant. Vous faites ce qu'on appelle un recuit, vous réchauffez le matériau
Et ces atomes de dopant vont entrer en équilibre thermique et vont être intégrés au cristal du silicium et ça vous fait essentiellement une polarisation fixe permanente. Et quand vous faites ça, vous êtes capable de changer, vous êtes capable d'induire un canal aussi fort que vous voulez. Donc, essentiellement, vous pouvez faire ce que j'ai dit avant, tasser la courbe et la placer où vous voulez pour la conduction de votre transistor MOS. Euh, donc, peut-être premier usage qu'on peut faire de ces transistors, je vous ai dit les deux types de transistors sont également importants. Donc, par exemple, dans un transistor, dans la structure CMOS, qui est une structure extrêmement importante qu'on retrouve dans les circuits logiques. Donc, on va avoir un transistor MOS sur un substrat P qui va avoir des drains et sources de type N avec une grille. On vous dit ici grille de silicium polycristallin, je l'ai déjà dit plus tôt dans le cours. Dans les technologies plus avancées, on triche un peu, on continue à appeler ça un MOS, mais en fait, la grille du transistor, c'est un autre matériau. Mais bonnet blanc, blanc bonnet, c'est une autre façon de réaliser la grille à haut niveau, ça ne change rien. Il y a un matériau qui est la grille, il y a un oxyde entre les deux qui est un diélectrique et il y a le canal et vous avez votre transistor de type N. On peut faire son pendant, le transistor de type P, et pour le faire, on va inverser localement le dopage du substrat et on va venir faire des îlots P+, dans ce substrat inversé, puis on va venir déposer une grille là-dessus. Et là, ça va nous donner nos deux transistors côte à côte. Un de type N, un de type P. Et celui-ci est un commutateur positif qui conduit quand il y a une tension positive sur la grille. Et celui-ci est un commutateur négatif qui conduit quand la magnitude de la tension négative par rapport au seuil excède son seuil. Et si vous mettez les deux connectés grille à grille, drain à drain, ben ça vous fait un commutateur positif et un commutateur négatif, l'un étant l'inverse de l'autre. Et ça vous donne un inverseur CMOS, qui est un circuit extrêmement populaire, extrêmement utile, dont on se sert abondamment. Aujourd'hui, la plupart des circuits intégrés avancés que l'on fait sont faits avec une structure de type CMOS. Donc, si vous permettez, je vais arrêter le module de cours ici pour le reprendre avec des choses plus arides, peut-être plus difficiles, ou qui vont vraiment vers la modélisation et l'extraction des équations. Donc, je vais faire une petite pause et scinder le module de cours ici.